En fait, dans une squad, tu as des développeurs, des operation analysts, des designers, etc. Et leur but, c'est de faire la meilleure expérience de paiement possible, la meilleure expérience de crédit possible, le meilleur parcours utilisateur d'inscription possible. Donc, tu vois, on oriente nos squads sur des buts et sur de la valeur utilisateur. Et ça, c'est super important. Notre objectif, c'est pas de faire de la tech pour se faire plaisir et faire de la tech, c'est de mettre la tech au service de quelque chose qui est le produit qui lui-même est au service de la stratégie de la boîte. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. On a tous entendu parler de Lydia, la fameuse super app qui vous permet de faire des transferts à des proches à partir d'un téléphone portable. La jeune pousse, fondée en 2013, a bien grandi depuis, avec plus de 160 millions de dollars levés, une équipe de plus de 150 personnes. Lydia fait partie du Next 40, une des 40 premières boîtes tech en France, et depuis quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, la 22e licorne française, rien que ça. Un beau parcours qui mérite qu'on s'y intéresse un peu, et j'ai eu envie notamment de regarder sous le capot de la machine, voir comment s'organise la tech, les équipes, les projets, avoir un peu de la vision de cette scale-up qui, vous allez voir, ne manque pas de projet. Et pour ce faire, je suis hyper heureux de recevoir Alexandre Hamburger, qui nous fait le plaisir de se poser une petite heure avec nous pour partager les enjeux tech de Lydia. Salut Alex, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Bonjour Geoffrey, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir, un bon moment en perspective. Assez content de t'avoir parce que il y a quand même un phénomène autour de Lydia et je suis content de comprendre un peu ce qui se passe de l'intérieur. Mais aussi passer un moment avec toi à titre perso. Tu nous expliqueras un peu ton rôle dans le détail. Mais toi, tu es CTO du groupe. Tu couvres l'ensemble des sujets tech, depuis les sujets système, infra, sécurité, data et toute la partie engineering. Un scope hyper riche. Et avant de rentrer dans le détail de ton scope et de tes enjeux, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton parcours ? Toi, tu as une évolution assez fulgurante, un peu à l'image de Lydia, tu me diras. Ça m'intéresse de comprendre comment tu t'es déjà au départ retrouvé dans la tech, et ensuite comprendre un peu les rouages ou les mécaniques de ton parcours qui vont d'un rôle d'ingénieur à un rôle de CTO d'une des plus belles fintech de la place. Comment est-ce que tout ça s'est articulé ? Oui, alors il y a eu quelques étapes effectivement. Je suis tombé dans la tech. Alors j'avais commencé à faire des études de pharmacie, pour tout te dire. Ouais. Et au bout de quelques mois, je me suis dit que c'était pas du tout mon truc. Moi, ce que j'aimais, c'était créer des choses. Et déjà, j'avais un goût pour l'informatique, donc j'ai complètement changé. Et j'ai intégré une école d'ingénieur. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, c'est vraiment ça que j'aime faire. Je pense être un scientifique et c'est vers le software que j'ai envie de me tourner. Donc j'ai fait cette école-là et j'ai commencé ma carrière chez Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, tu sais, ils éditent le logiciel, la CATIA, qui permet de faire du design 3D. Et à l'époque, donc là on est en 2002. Donc Internet, bon c'est bien, mais t'as même pas tout le monde qui a des postes Internet dans les bureaux, tu vois. Donc c'était vraiment à l'époque archaïque. On faisait du gros développement système. Donc finalement le meilleur centre de formation que j'ai eu, c'était celui-là. Vraiment à comprendre comment on développe du logiciel avec des ressources limitées. Et puis quand même le web a commencé à se standardiser et chez Dassault Systèmes on a commencé à se dire mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et je te donne un exemple. Quand tu designais une voiture, tu as une partie qui est faite au Japon, une partie aux États-Unis. Et ben pour s'échanger des morceaux de design, il fallait mettre ça sur des bandes et envoyer ça par FedEx. Je raconte ça aujourd'hui à mes enfants qui sont adolescents, ils me disent mais attends, c'était la préhistoire. Non, pas tant que ça, c'était le début de ma carrière, ça fait 20 ans, mais c'était ça. Je suis pas si vieux. Ouais, c'est ça, je suis pas, mais parfois en fait, c'est ce que je réfléchissais à ça hier soir, je me dis j'ai l'impression d'avoir vécu un peu 3 révolutions industrielles, mais dans le monde de l'internet. C'est déjà l'avènement de la standardisation de l'internet, donc via cette expérience. Et du coup, en travaillant un peu sur internet, je me suis dit mais c'est vraiment génial ce truc, je veux absolument en faire plus. Et là, j'ai rejoint une boîte qui faisait du marketing digital à l'époque, donc j'ai fait des sites, des jeux en flash, des campagnes de pub pour SFR. En tant que dev à ce moment-là ? Ouais, dev, j'étais dev PHP senior. Et donc je venais d'un site d'une boîte avec des gens limite en blouse blanche avec les stylos dans la poche, tu sais, chez Dassault Systèmes, à des jeunes développeurs qui faisaient du web et qui créaient des choses absolument incroyables. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis formé au web.
Et au bout de 18 mois, j'ai été contacté par ma première grande expérience, donc c'était Blue Kiwi à l'époque, où on créait un réseau social pour les entreprises. Alors aujourd'hui, quand je te dis ça, j'imagine que tu penses à Slack, il y a tout un tas d'autres outils qu'on peut imaginer, sauf qu'à l'époque, Facebook n'existait pas encore. Donc on s'est mis à vouloir vendre du réseau social aux boîtes, et on allait voir... En expliquant ce que c'était que le concept de réseau social déjà. Et ouais, exactement. Et là, tous les DSI nous disaient, non mais le truc, ça marchera jamais. Les réseaux sociaux, ça marchera jamais, c'est un truc... voilà, c'est les internets, c'est machin, mais vraiment... plus la confidentialité, en plus vous faites du SaaS, un service exposé sur Internet, mais ça ne marche pas, nous non. Enfin ouais. Donc on s'est pris des murs, et puis on a persisté, et finalement, aujourd'hui en fait, ça ne viendrait même pas à l'idée d'installer un logiciel que tu vends sur un DVD, tu vois. Et il s'est passé finalement vraiment peu d'années. Ouais. Donc 7 ans chez Blue Kiwi, une expérience incroyable, parce que c'est là où j'ai eu mon premier rôle de management. Ok. Et on a scalé la boîte pendant 7 ans, 8 ans, jusqu'à la revendre à Atos, où on était 150. Moi, j'avais une équipe tech d'une 50aine de personnes, un peu plus. Et on a vendu à Atos pour leur initiative Zéro Email, où là, ils ont compris qu'il fallait enfin utiliser des outils qu'on utilise dans le monde perso, les réseaux sociaux, mais appliqués à l'entreprise. Bon, et après, t'as vu ce que ça donne. Maintenant, il n'y a pas une boîte qui n'a pas Slack ou Teams ou tous ces trucs-là. Et vous avez vendu au bon moment, quand même. Ouais, c'était un bon. Parce qu'après, les gros se sont mis sur le sujet et là, ça a standardisé un peu plus cette. Si on était arrivé au même moment que Slack, on aurait eu un petit sujet de marché un peu complexe. C'est clair. Et donc, tu vois, en fait, donc il y a eu Dassault Systèmes avec l'avènement du Web 1. Ensuite, il y a eu le fameux Web 2 là dans les années 2007 où tout le monde commençait à en parler. Et le web, c'était plus un outil pour consulter juste des informations, c'était un outil où tu pouvais interagir. Et là, maintenant, c'est un peu une autre révolution industrielle. C'est tout ce qui est crypto-monnaie, la gestion de ton argent depuis un téléphone portable où avec un doigt, tu peux prendre un crédit, faire du trading, acheter des crypto-monnaies. Il y a 3 ans, les crypto-monnaies, c'était pour des barbus cachés dans une cave en Russie. Aujourd'hui, ma tante, elle peut acheter des actions Tesla ou du Bitcoin très simplement. Et c'est comme ça que je caractérise un peu tout ce voyage. C'est finalement pas tant que ça d'années. J'ai l'impression d'avoir vécu, je te dis, l'équivalent de 3 révolutions industrielles. T'en parles de 3 et c'est intéressant. T'en vois une 4e pointer son nez ou pas? Ça serait quoi la 4e? Déjà, si la 3e se met en place. Moi, je crois beaucoup à tout ce qui va être décentralisation. Je crois qu'il y a un gros enjeu sur j'ai l'impression que les gens en ont un peu marre de se faire contrôler. On le voit pourquoi les cryptos marchent et se déploient, et se développent. C'est avec toutes ces histoires de blockchain, etc., où tu as l'impression de reprendre le contrôle un peu sur ta vie. Tu choisis comment tu veux dépenser ton argent. Tu choisis qui a le contrôle, justement, de toutes ces transactions. Et on le voit, c'est en train de se déployer de plus en plus. Tu peux maintenant acheter ta Tesla avec du Bitcoin ou utiliser des cryptos à d'autres moments. Donc, je pense que ça, déjà, il faut laisser le temps. Ça va se généraliser. Et après, si on fait un peu plus de prospective, quand on parle du métaverse, etc., et quand on voit ce qui est en train de se passer, ça serait, je pense, une erreur en tant que CTO de pas se poser la question de est-ce qu'il faut pas au moins regarder ce qui s'y passe, parce que le jour où ça va démarrer fort, c'est comme tout. Hein. Si t'es pas dedans, t'es en retard. Tu rates le train et les autres ils te mangent. Et aujourd'hui, ça paraît complètement dingue, mais demain, je suis sûr que tu iras faire ton marché ou acheter tes fringues ou tout ce que tu veux dans un univers complètement virtuel avec ton casque et que tu paieras avec des crypto-monnaies ta paire de baskets que tu pourras presque faire tourner en l'air, etc. C'est clair. Voilà, ça je suis pas un grand visionnaire, mais je pense que déjà si on arrive à faire tout ça avant d'avoir un Web 4, on aura le temps de voir. Sachant que les choses vont de plus en plus vite, donc on s'en approche. Pas mal de questions sur toi forcément, mais si on parle de Lydia, avant de parler de l'organisation des équipes et de l'organisation peut-être de la tech, ça m'intéresse que tu me rappelles le positionnement de Lydia, parce que j'ai l'impression on part d'une app pour faire une banque. Je suis pas sûr de mon coup, mais j'ai l'impression que la vision du service premier que j'ai en tête n'est plus tout à fait le service principal. Eh ben, t'es vraiment dans le thème du moment. C'est exactement ça. Tout ce que tu dis est très vrai et c'est bien notre problème, en partie. C'est que ce qui est formidable avec Lydia, donc moi je les ai rejoints il y a 2 ans. Okay. Et alors, je veux dire, en 2 ans, j'ai l'impression que c'est déjà une vie entière, tellement il s'est passé de choses incroyables. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est devenu un mot du langage commun. C'est je te fais un Lydia.
Et c'est vrai que ça, pour une marque, arriver à atteindre ce Graal de rentrer dans le langage commun, c'est formidable. Sauf que quand tu fais évoluer ton service ou quand tu changes de positionnement, bah, les gens, ils ont une persistance de se dire non, Lydia, c'est pour se rembourser une raclette entre amis. Et quand toi, tu arrives avec des nouveaux services en disant mais vous savez que vous pouvez faire plein de choses avec Lydia, vous pouvez gérer l'intégralité de vos assets financiers avec une même app et un téléphone portable, les gens ils disent mais non, je te fais un Lydia, c'est pas je gère mon argent, c'est je te fais un Lydia. Et donc tout le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est justement de dire eh oh, ok Lydia, notre produit c'est le peer-to-peer, mais au-delà de ça, tu peux faire énormément de choses. Lydia aujourd'hui, c'est un compte courant. Et ce qu'on veut, c'est que ça devienne le meilleur compte courant pour des millions d'Européens d'ici 2025. Et derrière compte courant, il y a énormément de choses. Il y a les facilités de paiement, il y a tous les produits de la banque de retail, je veux faire un microcrédit, je veux faire un prêt étudiant, je veux faire du trading, un produit d'épargne, voilà, du buy now pay later. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est donc acheter maintenant, payer plus tard en plusieurs fois. Voilà. Tous ces services-là qu'on retrouve dans différents services de paiement ou dans les banques traditionnelles, nous on veut les mettre ensemble et raconter une histoire qui met du lien entre ces services-là. Et je raconte toujours la même histoire. J'avais fait une démo à des potes il y a pas longtemps où je lui dis tiens, envoie-moi 2 euros comme si tu me donnais du liquide et ces 2 euros-là, dans les 3 secondes, je vais acheter des actions Tesla avec. Il me dit mais c'est pas possible. Et en fait, je lui ai fait la démo et c'est incroyable. Au bout de, même moi j'étais étonné. En quelques secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu transformes quelque chose qui pourrait s'assimiler à du cash que tu échanges avec des gens en un asset financier qui soit une action Tesla, Apple, enfin, j'ai pas tout Oui, parce qu'en plus, maintenant, tu peux acheter des parties d'actions comme une partie de Bitcoin, oui, et voilà, bien sûr. Bah, oui, heureusement, parce que acheter un Bitcoin aujourd'hui, tu faudrais quand même 40 000 euros. Donc c'est ça, c'est l'investissement au premier euro, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur même des produits du CAC. Et ça, je trouve c'est extraordinaire. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité chez Lydia, ces services dont tu parles, ou c'est ceux sur lesquels vous bossez vous avez les licences et bancaires, compte courant, tout ça. C'est l'actualité. Pour le compte courant, en fait, t'as pas besoin de licence particulière. Okay. On est sous tutelle d'un établissement qui lui a les droits d'émettre de la monnaie électronique. Donc c'est ce qui fait qu'on a le droit de créer de la monnaie électronique quand les gens s'échangent de l'argent. Mais avoir un IBAN, on passe par une société qui elle a la licence. Donc on émet des IBAN. Donc en fait, ton compte Lydia, peut-être que tu le sais pas, mais il y a un IBAN derrière. Donc si tu me donnes ton IBAN, je peux te faire un virement IBAN depuis ma banque traditionnelle ou même de l'étranger, et tu recevras de l'argent sur ton compte Lydia. Okay. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça compte courant. Bien, et c'est entre autres à ça peut-être que servent les levées de fonds que vous avez fait récemment pour muter dans deux nouveaux marchés. Bien sûr. Est-ce que géographiquement on n'en a pas parlé, succès français, vous êtes sur quel marché aujourd'hui géographique? Essentiellement en France. Okay. Et on expérimente des choses en Espagne, au Portugal. Et l'idée c'est après de couvrir une grosse partie de la zone euro. Ok. Tu peux nous donner quelques chiffres sur les usages? Je ne sais pas exactement ce sur quoi vous autorisez à communiquer, mais ça m'intéresse de comprendre un peu la dimension, peut-être du nombre de transactions ou d'utilisateurs que vous avez. Alors, en gros, on va bientôt atteindre les 6 millions d'utilisateurs en France. Okay. Ce qui est assez énorme pour un service financier ou même une banque, c'est colossal. Après, est-ce qu'ils sont tous ultra actifs? Tu sais bien que la réponse est non, et c'est tout l'enjeu de notre travail. Donc ça, c'est le nombre d'utilisateurs. En termes de transactions, c'est assez drôle parce qu'on a un mur magique au bureau sur lequel on projette des points à chaque fois qu'il y a des transactions entre les gens. Ah oui. Et ça n'arrête pas de clignoter. Enfin, on parle de plusieurs transactions par seconde. Et ça, c'est tous les échanges d'argent. C'est tous des échanges qui normalement se seraient faits avec du cash et qui sont sur du peer-to-peer. Après, sur l'utilisation de Lydia en tant que compte courant, évidemment, c'est plus faible en termes de volume, mais sur les échanges d'argent de compte à compte, sur les paiements cartes, etc., c'est des milliards d'euros par mois. Hein. C'est colossal. Donc évidemment, c'est pas ça ne rentre pas sur notre compte à nous, mais en volume d'échange, on est sur cet ordre de magnitude-là. Ok, canon. Donc ouais, volume de transactions impressionnant. On va parler un peu de la tech. Avant de parler des systèmes et de l'infrastructure qui hébergent tout ça, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle, toi? J'ai annoncé tout à l'heure la couleur. Tu t'occupes a priori de tout ce qui touche à la partie infra, applicative, engineering. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ton rôle?
Ouais, c'est ça. En fait, dans le mot fintech, il y a fin et tech, et on va dire, je m'occupe de toute cette partie tech. Donc, il y a évidemment toutes les équipes de développement, mobile, back-end, front-end aussi, parce que faut pas oublier qu'en interne, on a aussi plein d'outils, des back-office, des outils de fraude, etc., comme un back-office d'une banque de retail. Donc ça, bah, c'est des outils qu'on développe nous-mêmes, et donc on a aussi des besoins de ressources front-end. Toute la partie data, c'est pareil, ça c'est un sujet que j'adore, je pourrais en parler pendant des heures, mais la data que tu peux travailler et les données que tu peux exploiter autour de tous ces flux financiers-là, c'est absolument colossal, tant pour faire des règles de fraude que pour router des mails de support aux clients ou pour établir pour faire du credit scoring, mais c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec tout ça. Et l'infrastructure, évidemment. Voilà, donc ça c'est mon scope, qui est, comme tu le disais au début, très large, très très large, peut-être même trop large vu la taille qu'on va bientôt avoir. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc ça représente à peu près 70 personnes aujourd'hui. Sur les 150, c'est toujours le cas ou vous avez encore grossi, je pense, entre-temps, non? Non, en fait, les Guild Tech, c'est un autre challenge, on pourra en parler, hein, du recrutement. Là, on a eu une bonne dynamique parce que bon, il y a quand même pas mal d'annonces en plus, la cible des jeunes développeurs qu'on target, la plupart, ils ont Lydia, ils l'utilisent. Et ça, c'est vrai que pour recruter, c'est incroyable parce que les mecs disent, ah bah ouais, mais moi j'adore, je crée une fonctionnalité, le soir même, je l'utilise avec mes potes et tout. Ça pour attirer des talents, c'est vraiment génial. Tu m'étonnes. Et du coup, en tant que CTO, toi, je sais que tu te définis comme un CTO très tech. Ça se traduit comment, cette appétence pour la tech, pour l'opérationnel dans ton quotidien? Alors, dans les dernières expériences, toutes les expériences en startup que j'ai faites d'ailleurs, c'est à chaque fois qu'on est venu me chercher ou qu'on a lancé des discussions, c'est parce qu'il fallait franchir un cap, un palier. Et c'est à peu près toujours la même chose, c'est qu'il y a déjà un produit qui existe, et soit on veut scaler très très fort, soit on veut augmenter la couverture fonctionnelle des équipes, etc. Mais à chaque fois, il a fallu passer des marches. Et moi, c'est ça que j'ai toujours aimé faire et que j'adore encore faire chez Lydia, c'est comment tu passes cette marche-là. Et très souvent, les symptômes sont les mêmes, c'est que l'infrastructure ne scale pas parce qu'elle a été conçue sur un système qui n'est pas prêt à scaler, sur un monolithe, sur une techno et un langage de programmation qui est plus vraiment à jour. Donc ça, c'est sur la partie technique. Et sur la partie organisationnelle, c'est j'ai des développeurs, mais on n'arrive pas à les faire travailler ensemble, on a peu d'agilité, on n'arrive pas à délivrer, ou alors on croit qu'on fait de l'agilité, mais en fait, on n'en fait pas vraiment. Et donc, là, ce que je fais chez Lydia depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est ça. C'est déjà, d'un point de vue purement humain, c'est de focaliser les équipes vraiment sur la delivery et de les spécialiser. Parce qu'un développeur, il peut pas faire un peu de paiement, un peu de crédit, un peu de trading, non. Donc, on a créé vraiment des squads autour de chaque... Une logique métier? Ouais, c'est ça. En fait, dans une squad, tu as des développeurs, des operation analysts, des designers, etc. Et leur but, c'est de faire la meilleure expérience de paiement possible, la meilleure expérience de crédit possible, le meilleur parcours utilisateur d'inscription possible. Donc, tu vois, on oriente nos squads sur des buts et sur de la valeur utilisateur. Et ça, c'est super important. Notre objectif, c'est pas de faire de la tech pour se faire plaisir et faire de la tech, c'est de mettre la tech au service de quelque chose qui est le produit, qui lui-même est au service de la stratégie de la boîte. Et ça, j'en parlais encore hier soir, là, je dînais avec un CTO, et on a tous le même problème. C'est comment tu arrives à orienter tes équipes pour qu'elles se focus sur livrer de la valeur aux utilisateurs. Donc ça, c'est, on va dire, une grosse moitié, voire plus de mon travail, c'est toute cette partie organisationnelle, de leadership, de coaching, etc. Et l'autre partie, c'est sur la partie vraiment architecture, où c'est quelque chose qui me passionne et dans lequel j'ai beaucoup les mains. J'essaie toujours de me garder au moins un jour ou 2 par semaine où je code, où j'interviens sur de l'infra, où je fais des code reviews avec les développeurs, mais pour moi, c'est extrêmement important. Et donc là, on est face au système de scalabilité standard. On dit, les performances se dégradent quand il y a plein d'utilisateurs. La code base, c'est un énorme monolithe, donc dès que tu mets 30 développeurs dessus, ça marche plus. Et c'est buggé, on a perdu de la connaissance, etc. Donc, on lance énormément d'initiatives de passer sur du cloud, sur des systèmes de stockage qui sont élastiques, scalables, etc. Et de casser ce gros monolithe et en
allant vers une infrastructure, une architecture de microservices. Okay. Ça, on va dire que c'est les grands thèmes de mon travail chez Lydia. Et quand on parle tout à l'heure de donner de la valeur, de l'impact côté utilisateur à tes développeurs, tu peux favoriser ça comment? Il y a des échanges entre utilisateurs. Bon, après, ils sont souvent utilisateurs eux-mêmes, donc peut-être que ça facilite aussi l'échange. Mais comment tu favorises l'impact utilisateur et tu donnes cette dimension-là à tes équipes tech? En fait, bon, déjà, comme tu dis, ils utilisent le produit, donc c'est quand même assez, c'est plus facile. Mais en fait, c'est dans la manière d'organiser le travail. On fonctionne par sprint, comme dans beaucoup de boîtes. Et ce qu'on essaie, c'est de se fixer des objectifs de sprint. On va dire, à la fin de ce sprint, pour cette squad-là, on veut que le module de paiement soit 20% plus rapide et avec une nouvelle identité graphique qui soit plaisante. Et donc le but du jeu, à la fin, c'est vraiment de les focaliser pour qu'ils n'aient qu'une envie et qu'ils soient obsédés par shipper ce truc-là terminé. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que, et ça je l'ai vécu, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est que tu penses faire de l'agilité, mais en fait tes sprints ils sont jamais finis parce qu'en fait les développeurs ils ont été défocus 40 fois pendant le sprint, et puis le sprint se finit, en fait tu vas avoir les fameuses expressions de alors le back-end est terminé mais pas le mobile, mais sinon je peux te faire une démo sur mon ordi, ça marche, etc. Et en fait quand tu arrives à ça, c'est que tu te dis mais en fait qu'est-ce qu'on a fait pendant le sprint? À quel moment, alors que tu travaillais sur l'objectif qu'on s'était fixé, il y a quelque chose de plus important qui t'a défocus et tu t'es dit je vais faire ça plutôt que de shipper un truc qui va faire kiffer nos utilisateurs à la fin de la semaine. Donc évidemment je schématise un peu, mais tu vois, dans le mindset, c'est vraiment du coaching au quotidien. Et là, ça commence vraiment à porter ses fruits. Vraiment. Okay. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment à livrer des nouvelles apps tous les 15 jours avec des petites améliorations. Pas forcément des gros trucs, mais des petits trucs qui rendent la vie plus simple pour nos utilisateurs. Ok. Et tu parlais des squads tout à l'heure. Je sais pas s'il y a une définition du squad chez Lydia avec parce que tu parlais de dev, tu parlais de design aussi. Est-ce que les squads sont tous les mêmes? Est-ce qu'ils varient en fonction des features et des périodes? Et est-ce que tu as des métriques un peu sur les personnes qu'on retrouve dans ces squads-là, entre combien de dev pour combien de design et de fonctionnel peut-être? Ouais, alors on essaie de standardiser un peu et d'industrialiser ce modèle de squad. L'idée, c'est de se dire une squad, c'est 4 développeurs back-end et comme je les appelle, ils aiment pas ça, 2 paires de mobiles. Donc un iOS, un Android, 2 fois. Ce qui fait qu'une squad peut travailler logiquement sur 2 sujets en parallèle, parce que tu mets 2 back-end pour 2 mobiles. Donc ça, on se dit c'est la squad, l'atome ou la molécule plutôt de base. Et parfois, en fait, sa squad, elle est amenée à grossir, et qu'en fait, quand elle devient trop grosse, on la coupe, un peu comme la division cellulaire, pour refaire une squad. Et pourquoi on fait ça? C'est qu'on s'est rendu compte que c'est la taille à laquelle donc tu mets en gros 8 personnes, un product owner, ça fait 10 personnes à peu près. Au-delà de ça, le bruit généré par les communications internes génère énormément de défocus. Parce que forcément, plus tu mets de gens à travailler ensemble, plus tu vas avoir d'interactions et donc plus de sources de défocus. Donc c'est vraiment ça qu'on fait, c'est qu'on crée une squad quand on a les bonnes personnes, et dès qu'elle devient trop grosse, on la split et on la spécialise sur un sujet. Je disais sur le paiement, par exemple, on est parti, on avait une squad, et après on s'est rendu compte que le paiement c'était énorme. Il y a le peer-to-peer, il y a les paiements pro, il y a le QR code, il y a le IBAN, et donc on dit ok, on va splitter en deux. Il y a une squad qui va s'occuper vraiment du core banking, vraiment notre modèle comptable transactionnel, et une squad qui va être dédiée aux produits de carte. Okay. Et du coup, ils ne bossent que sur un truc en même temps. Et qu'est-ce qui drive le choix de mettre une squad sur tel autre ou sur tel sujet finalement? C'est l'équipe product qui gère ça? Ou d'où vient la motivation de mettre des squads sur tel et tel sujet plutôt que d'autres? Là, aujourd'hui, ça gère au niveau du COMEX. On a un COMEX avec donc un CEO, un patron du produit et notre CEO, et on essaye évidemment qu'on s'appuie sur nos équipes pour prendre des décisions, mais c'est des décisions qui sont tellement impactantes, parce que si tu crées une squad sur un sujet et que un mois après tu dis ouais non en fait laisse tomber, on va pas le faire, ça c'est absolument terrible pour une organisation, et c'est le meilleur moyen de faire partir les gens. Ouais, je comprends. Donc on sait que si on veut lancer une initiative, il faut, ça peut toujours arriver de se tromper, mais là, si tu veux, la taille du bateau commence à être un peu grosse, et on peut plus trop s'amuser à essayer des trucs tous les 2 mois et à balancer les équipes de gauche à droite comme ça, parce que ça marche très bien au début. Et après, quand tu commences à grossir, avoir des process, etc., tu peux plus trop changer de direction toutes les 2 heures. Donc, ouais, je comprends. Donc ça demande un peu
un peu d'anticipation, un peu de prise de recul, tout ça. Et je te garde sur le sujet de la méthode agile parce que ça demande aussi du coup une certaine maturité dans les process, dans la gestion des plannings. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. T'as quel regard, toi, sur la méthode agile? Certains sont très by the books et on suit les règles, d'autres l'adaptent. Donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus et ça m'intéresse de savoir aussi quels sont les marqueurs en termes d'agilité qu'on peut retrouver chez Lydia, si tant est qu'il y en ait d'ailleurs. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que j'en ai pas fait une religion. Ok. Je suis pas l'agiliste qui a son manifesto collé au mur, etc. Je pense que la théorie et le by the book, comme tu dis, on a tous lu les mêmes livres. Après, ce qui compte, c'est comment tu le mets en exécution et comment tu adaptes une méthodologie à ton organisation, à ton business, etc. Tu vois, typiquement, tu vas avoir des boîtes qui sont très produits, qui n'ont pas de contraintes de régulation, qui peuvent sortir des trucs en prod un peu tous les jours, etc. Bah, d'une certaine manière, tu peux beaucoup plus facilement être agile. Quand nous, on a un régulateur, on a des contraintes de sécurité, etc., tu peux pas t'amuser à réaliser toute la chaîne de paiement tous les jours parce que tu as envie de faire de l'agilité. Donc, moi, je pense que dans toutes les méthodes, que ça soit le Lean, le Kanban, le Scrum, il y a des choses très bonnes à prendre. Ce qui compte pour moi, c'est l'itération et apprendre des problèmes qu'on rencontre tous les jours. Et donc, c'est ça qu'on a mis en place. Donc, l'itération, c'est de se dire, on a une roadmap, on la découpe et on s'autorise à chaque fin de sprint à pouvoir shipper, arrêter ou mettre plus de ressources sur le projet. Donc, ça, c'est vraiment le mode itératif. Et plus le mode lean, c'est de se dire, dès qu'il se passe un truc, il faut absolument qu'on en discute et qu'on comprenne pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus que ça arrive. Le premier exemple typique, c'est on a un bug, le bug fixe, il est forcément accompagné d'un test unitaire ou d'intégration. Et ça, je suis assez content d'être arrivé à ça, c'est que on a la chance de pouvoir se permettre de refuser une pull request s'il y a pas de test unitaire d'intégration. Donc c'est vraiment sur ça, c'est des choses très concrètes comme ça sur lesquelles je m'appuie. Il y a aussi une mouvance sur le côté un peu holocratique des squads où on leur dit bah non, en fait vous êtes une entité complètement autonome, sans management, sans direction. J'y crois que très moyennement et je critique pas du tout et je veux pas rentrer dans un troll, mais je crois pas trop que si tu mets des gens dans une même pièce en fermant la porte en disant qu'ils vont en sortir quelque chose de génial, ça marche. En tout cas, ça marche pas tout le temps et ça marche pas forcément en plus pour des populations de développeurs qui sont parfois un peu plus introvertis, qui sont moins ouvertes sur la partie produit, business, etc. Donc voilà, donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui là, c'est utiliser le modèle agile pour itérer, rendre les équipes le plus autonomes possible et leur donner l'ownership. Ce qu'on leur dit, c'est votre squad, c'est la squad paiement, c'est votre moyen de paiement, c'est votre stack. Il faut vous l'approprier, c'est à vous. Donc ça, on y travaille. En revanche, à un moment, il faut quand même un peu d'ordre, un peu de méthode, un peu de process, beaucoup de documentation. Et ça, on pourrait dire que ça va à l'encontre des méthodos agiles. Et on va dire que c'est le meilleur de l'ancien monde avec les nouvelles méthodes d'organisation. Okay. Voilà, donc je pique un peu partout et voilà, à un moment on a inventé le Scrum Ban. C'est pas un terme que j'ai inventé, mais c'est un mélange de Scrum et de Kanban. Il y a un élément qui est assez important aussi, c'est la partie qualité. Je sais que tu es assez sensible à ça. Tu en as un peu parlé, mais est-ce qu'il y a des éléments qui font partie de l'organisation Lydia sur on va dire la prise en compte des enjeux de qualité dans ce que vous délivrez ou dans de ce qui est développé? De toute façon, la qualité, là, c'est la sanction, elle est directe. Hein. Quand tu as autant d'utilisateurs, en plus des gens proches de toi, moi, je sais que ça m'est arrivé que on fait une release, j'ai des potes qui m'appellent dans la minute. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, et la sanction est immédiate et les gens n'hésitent pas à dire haut et fort sur les réseaux sociaux, sur les stores, etc. Donc, il faut faire très attention. Et puis, plus on va vers le discours de dire avec Lydia, tu peux gérer ton argent au quotidien, plus on a un devoir de résilience. De perfection aussi, quoi. Ouais. T'as des gens, ils se font verser leur salaire sur le compte Lydia, c'est leur compte principal. Donc si à ce moment-là, t'as un développeur qui a poussé un truc un peu trop vite et qui a cassé la prod, enfin tu peux pas l'expliquer à un utilisateur, il s'en fout, lui il est au péage, il veut payer, ça marche pas, voilà. Donc on a quand même énormément de process écrits, de procédures, des systèmes de bastion avant les mises en prod, et des builds qui tournent dans tous les sens, etc. pour éviter ce genre de problème. On a des milliers de tests unitaires et de tests d'intégration qui tournent. Alors c'est pas assez, il en faut encore plus. Et là, je suis en train de développer l'équipe QA pour qu'ils puissent vraiment travailler à améliorer nos procédures de test. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden.
Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute. En termes d'équipe, aujourd'hui, cette équipe tech, c'est 60 personnes. Tu peux nous dire globalement comment, et 70 d'ailleurs, tu disais, comment est-ce qu'elle s'organise en termes de ratio, quels sont la répartition de ces personnes? Alors, c'est une dizaine de développeurs iOS, une dizaine de développeurs Android, entre 20 et 30, 25 et 30. Je suis désolé parce qu'en fait, on a tellement d'arrivées que peut-être que là, au moment où je te parle, peut-être qu'au moment où je te parle, ça a déjà bougé. Entre 25 et 30 développeurs back-end, 5 personnes à l'infra, une dizaine de personnes à la data, 3 développeurs front-end depuis tout à l'heure. Voilà. Donc ça commence à faire du monde. Et même je le vois, moi j'ai beaucoup de monde en direct report. Et voilà, donc là j'ai eu la chance je sais pas si je dois en parler, mais je le dis quand même, de trouver un VP engineering. Bonne nouvelle. Pour l'instant. Mais ça fait un moment que je le cherche, je suis ravi. J'espère que l'avoir dit va pas me porter malheur, mais là j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui soit vu comme tu disais au début. Moi, ce qui me plaît dans mon job, c'est la partie techno. Tu vois, là je suis arrivé un peu en retard parce qu'on avait un problème d'IO weight sur un serveur MySQL. Bon je pourrais passer des heures avec mon équipe à chercher, à essayer de comprendre, à trouver des solutions, à comprendre, à trouver les méthodes. Ça, j'adore faire ça. Sur la partie people, du coup, j'ai besoin d'aide parce que je pense pas faire les deux choses bien. Tu peux pas à la fois gérer 60 direct reports, faire monter du management intermédiaire, coacher, etc. et à la fois faire de la technologie et rentrer vraiment dans le fond des détails. Donc, il va m'aider là-dessus. Et ça m'intéresse justement en parlant de ça parce que tu vois, quand je pensais, toi, t'es arrivé en 2020 dans un train qui était déjà bien lancé, qui devait aller assez vite, même si tu arrives pour impacter et pour passer au next step, tu as quand même une organisation qui tourne bien. Tu t'y prends comment à ce moment-là? Avant de savoir comment tu t'y prends pour prendre en compte l'équipe et comprendre l'environnement dans lequel t'es, déjà toi t'arrives avec quoi comme objectif? Quelle est la feuille de route, quoi? Alors, la feuille de route c'était un truc assez général que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que en général, tu as des fondateurs qui à ce moment-là se disent on sent qu'on n'arrive plus à délivrer, ça bloque, ça nous manque. Quand on était 5 dans un appartement qu'on louait, on avait l'impression d'aller plus vite, etc. Et c'est d'ailleurs parce que même parfois encore aujourd'hui, c'est des choses qu'on pourrait se dire parce que tu dis mais finalement plus tu rajoutes de monde, plus tu rajoutes de process, tu as l'impression d'aller moins en moins vite. Ce qui est évidemment pas vrai quand tu regardes la capacité à délivrer. Mais en gros, la feuille de route, c'est il faut mettre de l'huile, il faut bien sûr évidemment faire scaler l'équipe, mais en l'état, il n'y avait pas d'organisation agile. Il y avait une personne qui a signé des tâches à des développeurs, mais sans qu'il y ait forcément de projet, etc. On était vraiment sur une petite équipe très véloce, mais qui a grandi et que du coup, quand ça grandit et que t'as pas de procédure et d'organisation, ça devient le chaos, quoi. Et penser que cette équipe-là allait pouvoir se débrouiller toute seule, c'est ce que je disais, c'est du romantisme. Et heureusement, ils s'en sont rendus compte très vite. Et ils se sont dit, là, il nous faut quelqu'un qui a déjà fait ce passage de qu'est-ce qui se passe quand j'ai une dizaine de développeurs, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup plus quand je suis arrivé, et comment on fait pour demain avoir une software factory qui déroule avec une roadmap en entrée, des features en sortie, et que ça soit prédictible, avec des gens qui sont heureux de venir travailler, avec une gestion du turnover quand il y en a, parce qu'il y en a forcément. Voilà. Donc c'est vraiment industrialiser cette partie-là. Premier élément de la feuille de route. Et deuxième élément de la feuille de route, c'est quand je suis arrivé, on était à moins de 3 millions d'utilisateurs, il me semble. Et là, on disait, ah là là, ça commence un peu à coincer, à râper un peu dans les virages. Donc, il faut vraiment maintenant anticiper et préparer le scaling, parce que le jour, avec la scalabilité, le problème, c'est que souvent, le jour où tu t'en rends compte, c'est comme le point rouge d'un sniper. C'est quand tu le vois, c'est déjà trop tard. Et la scalabilité, c'est ça. C'est quand tu tapes le mur, c'est déjà dedans, quoi. Ouais. Bon, bien. Et tu fais comment pour t'approprier ce que je disais tout à l'heure, l'environnement dans lequel tu atterris, parce que la taille était quand même assez grande, les équipes savaient bosser entre elles. Toi, tu dois t'approprier tout ça. Tu as des retours un peu d'expériences ou de choses qui se sont bien passées et qui t'ont permis de t'intégrer déjà et de comprendre l'orga tech de cette boîte? Alors, ce que j'ai fait déjà, c'est que les 2 premiers mois avant d'arriver, quand j'étais en phase de transition,
on en discutait avec Antoine Porte, donc qui était le cofondateur de Lydia, et on s'est dit que ça serait bien que je rencontre déjà une partie des équipes petit à petit avant de commencer de prendre mon poste. Et c'était vachement sympa parce que du coup j'ai fait des sessions, on a discuté où je dis alors en gros comment ça va, c'est quoi ton job, c'est quoi les problèmes que tu as aujourd'hui et qu'est-ce que tu attends de moi en fait. Si demain je vous rejoins et que tu t'attends à quoi. Alors là c'est toujours risqué parce que tu peux tomber, ça m'est arrivé dans d'autres expériences où le mec te dit bah en fait j'attends rien, je sais pas trop ce que tu vas faire, ça marche très bien, tout marche bien. C'est moi. Voilà. Bon, tu fais OK, mais là en fait je suis tombé sur une équipe où tu sentais qu'ils avaient besoin de leadership, ils avaient besoin de quelqu'un pour porter leur voix et ce qu'ils avaient envie de faire plus fort, plus haut, et surtout pour organiser le travail. Donc finalement, le jour où j'ai pris mon poste, déjà je connaissais du coup tout le monde, et la feuille de route était assez claire et je savais à peu près par quoi commencer. Pour m'approprier la stack, ce que je fais tout le temps, c'est que je me transforme un peu je mets ma casquette de développeur senior ou d'architecte, je sais pas, et je papillonne un peu, je vais faire un peu de code avec un développeur, un peu de code avec un autre, avec les mobiles, le back-end. Je regarde comment tout ça fonctionne, combien de temps il faut pour entre je commit du code et quand est-ce qu'il arrive sur les environnements de dev et en prod. Du coup, assez rapidement, tu peux faire une carte de là où ça va pas. Très rapidement, tu vois que il y a pas de process de release, donc des fois ils attendaient un mois avant de release et personne ne savait si le code était en prod ou pas. Il y avait pas vraiment de test unitaire, tout ça. Donc en fait, en mettant les mains dedans, tu vois très rapidement là où ça coince et tu peux débloquer des choses assez vite. Et c'est un peu la règle des 100 jours, hein, comme en politique. Et si pendant les premiers 100 jours, tu arrives à faire des trucs, du coup, tu as l'adhésion de l'équipe, tu as l'adhésion du reste de la boîte. Et après, c'est beaucoup plus facile d'engager des changements plus profonds qui peuvent parfois se faire un peu plus dans la douleur. Voilà. Le fait de comprendre l'environnement financier ou enfin fintech ou bancaire, ça a été un sujet pour toi ou ça a été relativement ça a été dur parce que j'y connaissais mais que dalle. Hein. Ouais, j'imagine. Tu vois, comment se passe quand tu fais un virement d'un IBAN à un autre? Tu te dis facile, hein, il y a la banque A qui envoie la banque B, mais quand tu regardes dans le détail, tous les intervenants, tous les organismes, tous les régulateurs, c'est extrêmement complexe, mais passionnant. Au même titre que quand tu payes avec ta carte Visa ou Mastercard chez le boucher ou chez le poissonnier, tu mets ta carte dans le TPE, ton paiement il fait le tour du monde. Okay. Mais littéralement le tour du monde. En 3 secondes, il est passé aux États-Unis, en Europe, machin, etc. Il y a 4 personnes qui ont fait des contrôles dans tous les sens. C'est hallucinant de complexité fonctionnelle, de complexité technique, avec des enjeux de malade. Tu vois, quand tu payes avec ta carte Lydia, si on répond pas en moins de 2 secondes, on se fait la connexion est perdue et du coup la personne au bout a un paiement refusé. Ok. Voilà, 2 secondes, ça paraît beaucoup, mais tous les checks de fraude, il y a énormément de vérifications à faire. Je peux te dire que ça, on monitor ça de très près. Et dès qu'on a des appels qui commencent à augmenter, boum, là c'est opération commando et on corrige. Tu parles de monitorer, ça m'intéresse de connaître dans ton job les indicateurs que tu suis. Ça peut être des indicateurs tech ou des indicateurs de perf ou des indicateurs aussi humains. Je sais pas quels sont les... Et je sais pas, c'est pas facile à répondre, c'est pas hyper structuré à ce point-là, mais quelles sont toi les métriques que tu suis pour ton activité? Alors c'est une question qui pourrait paraître dure, mais moi c'est assez structuré parce que je suis vraiment littéralement un psychopathe des métriques. Okay. Et ça c'est tout ce que j'ai appris en 20 ans. Les deux seules leçons que je peux te donner, c'est 1, il faut anticiper, et 2, pour anticiper, il faut mesurer. Et donc tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas actionnable. Alors ça paraît être une grande phrase et un enfoncement de porte ouverte, mais à chaque fois que j'ai été à risque dans une boîte ou qu'on s'est retrouvé dans une situation vraiment pas agréable, systématiquement, c'est parce qu'on mesurait pas et on voyait pas ce qui se passait, on était aveugle. Donc tu fais l'erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois, après c'est du comique de répétition. Et donc là, je suis arrivé chez Lydia. Une des premières choses qu'on a fait avec le patron de l'infra qui m'a rejoint après, c'est de tout mesurer. Tout. Mais limite, si un mec ouvre le capot du serveur, mon téléphone, il sonne. Donc on mesure absolument tout, du hardware jusqu'au software, jusqu'après des métriques qu'on met dans le code. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, on a une base de données qui fait des time series avec toutes les métriques. En 2 ans, on a stocké plus d'1 trillion de points de données. 1 trillion. Moi, je savais même pas dire 1 trillion avant de rejoindre Lydia. Donc, c'est des milliers de métriques qu'on monitore perpétuellement en temps réel. C'est du Prometheus qu'on utilise. Et dès qu'il y a une métrique qui
dépasse un seuil qu'on a défini, ça fait sonner les téléphones de l'astreinte et on règle le problème tout de suite. Et alors, ce qui est assez intéressant et ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup utilisé la data pour ça. C'est que quand on a un flow d'une métrique ou d'un volume de données qui diminue ou qui est pas normal, ça nous réveille aussi. Et ça, c'est vachement intéressant. Typiquement, à l'heure du déjeuner où tout le monde paye avec sa carte pour acheter son sandwich, sa salade au resto, on sait que tous les jours, c'est quelques milliers de transactions par minute. Si un jour on en a que 500, ça veut pas dire qu'il y a des erreurs, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, si on arrive à le détecter très tôt, on peut régler le problème et du coup sauver le déjeuner des autres personnes qui essaieront de payer plus tard. Et c'est entre autres à ça que sur laquelle bosse ton équipe de data scientist? C'est une partie. Alors, c'est une petite partie. C'est une partie. Mais c'est une partie qui est extrêmement. C'est encore une fois l'anticipation. L'anticipation, c'est comment j'anticipe ce que va être la boîte dans 6 mois avec le nombre de personnes, les serveurs, mais c'est aussi comment je peux anticiper les problèmes. Et anticiper les problèmes, c'est mesurer, ça c'est sûr, et c'est d'être capable de prédire quand t'as tel disque dur sur une machine MySQL qui commence à avoir du mal, ça veut dire que tu vas avoir des logs, ça veut dire que les paiements vont prendre plus de temps, ça veut dire qu'il va y avoir des timeouts, etc. Tu vois, on est capable de reconstituer cette chaîne-là. Et donc maintenant, on sait que quand il y a un disque dur de telle machine qui commence à gratter, on sait que ça veut dire que 40 minutes après, les gens vont commencer à se faire refuser leur carte. Donc ça veut dire que tu as 40 minutes pour changer le disque. Okay. Et ça, je trouve que ça me passionne sur tous les sujets d'infrastructure. On bosse là-dessus et on s'éclate, quoi. Parce que chaque problème que tu arrives à anticiper, tu te dis, waouh, on vient d'éviter une énorme catastrophe, quoi. On n'a pas parlé de la stack technique et peut-être je sais pas si on peut dire ça, mais de la philosophie de la stack technique chez Lydia. Quels sont les ingrédients de cette stack? Alors, tu l'as bien dit, j'ai pas vraiment de philosophie. Je suis partisan d'utiliser la bonne techno au bon endroit. Donc, je suis pas un fou du Java, je suis pas un fou du PHP. J'avoue avoir un début de relation amoureuse avec le Golang. Okay. Que je trouve que de tous les langages que j'ai fait, c'est celui que je trouve le plus facile à utiliser, le plus performant, le plus sécurisé, le plus facile pour faire du multithreading, etc. Donc voilà. Bon, historiquement, la stack Lydia, c'était du PHP. J'ai rien contre le PHP, ça marche bien, sauf que quand tu le compares, quand tu as un besoin de perf et de résilience qui est le nôtre, je sais que moi, quand je mettais mon argent sur Lydia, ça me rassurait pas qu'il y ait des services cœur qui soient codés en PHP, notamment sur une vieille version. Donc là, tous ces trucs-là, on est en train de les migrer sur du Golang. Pour 3 raisons. D'abord, le Go est compilé, donc d'un point de vue purement sécurité, c'est plus facile à déployer. Deuxièmement, ça a une empreinte mémoire beaucoup plus faible que PHP. Et en termes de perf, ça n'a rien à voir. Tu vois, typiquement notre gateway qui prend tous les appels de nos API, c'est un process qui fait 5 mégas, qui prend des milliers de requêtes par seconde. On avait la même chose en PHP, il fallait 10 machines avec des gigas de RAM et tous les problèmes que ça peut poser de log, de threading, etc. Donc tu vois, c'est assez factuel. Par contre, pour la data, par exemple, je vais pas leur imposer de passer sur du Go, ça serait absurde. On sait que tous les data ingénieurs, data scientists utilisent Python parce qu'il y a des librairies incroyables pour manipuler des jeux de données. Donc on utilise Python à ce moment-là. Et pour le mobile, on est sur du Kotlin et du Swift. On regarde il y a des technos intéressantes côté mobile pour écrire des librairies qui sont partageables sur les 2 OS, qui sont écrites en Kotlin. Quoi d'autre? Et sur l'infra, donc on est sur du cloud, tout est terraformé et on déploie des containers dans du Kubernetes assez standard. Ok, cool. Si on regarde les gros challenges techniques que tu as eu à mener depuis 2 ans, enfin le ou les gros, tu citerais quoi comme gros chantier? Alors, le plus gros chantier et la plus grosse complexité, c'est comment tu migres un énorme monolithe qui tape sur une base MySQL toute seule en un ensemble de services pour libérer la charge. Donc, tu sais que si tu le fais pas, ça va craquer, mais en même temps, il faut continuer à innover. Et c'est là toute la complexité et ce qui est génial et qui demande vraiment des vrais challenges d'ingénierie. C'est un peu comme si, tu vois, tu commences à courir le marathon et là, on te dit, on va te changer ton cœur pendant que tu cours, et en plus, il faut que tu le cours en moins de 3 heures. Donc ça, c'est voilà. Tu parlais de feuille de route tout à l'heure, c'est un peu ça. On l'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Donc c'est comment parce que tu peux pas dire, bon les gars, on ferme tout pendant 1 an et demi, on n'innove plus, on replateforme.
qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Au bout d'un an et demi, tu rouvres les vannes et là, t'as 9 chances sur 10 que t'es tout raté et que, alors là, c'est fini, tu peux fermer. Et tu peux pas non plus tu peux pas te dire, bah bon, écoute, tant que ça marche, on n'y touche pas. Continuons à rajouter des fonctionnalités là-dessus. Donc c'est ça, c'est de se dire, bah comment on va migrer notre module de paiement tout en continuant à faire payer les gens et qu'ils voient pas la différence. Donc c'est pour ça on passe par des liens VPN entre notre ancienne infra et la nouvelle. On fait pas mal un pattern intéressant qui s'appelle du double run, c'est qu'on écrit un nouveau service sur une infra complètement dédiée. Et par exemple, quand tu fais un paiement, bah, on va enregistrer le paiement sur les deux infrastructures. Comme ça nous permet de tester un peu la nouvelle. Et dès qu'on est sûr de nous, boum, on coupe le lien et tu passes sur la nouvelle et personne s'en est rendu compte. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, il est évidemment, bah, on avait beaucoup de développeurs PHP, il a fallu qu'ils se forment et qui veuillent faire du Go. Donc là, c'est comment on met les outils en place pour que, bah, qu'ils puissent apprendre et être rapidement autonomes. Et ensuite, le dernier challenge, c'est plus sur la partie stockage et gestion de toutes notre tâches asynchrone. Le stockage, par exemple, là, on va sortir une nouvelle fonctionnalité où tu peux faire des recherches dans ton historique de transactions. Je sais pas si tu as essayé de faire ça avec ta banque traditionnelle, mais c'est un cauchemar. On est limité en tout cas. T'es limité à un mois, etc. Là, moi, ça fait que 2 ans que je suis là, mais tu vois, Antoine et Cyril qui sont là depuis 2013, ils ont réussi, en tapant 3 lettres, ils ont des transactions qui repopent de 2013 en 300 millisecondes. Et peut-être un peu moins. Et du coup, ça leur a presque fait une émotion, tu vois, parce que ça te rappelle des souvenirs, des trucs. Voilà. Ça, on a dû changer tout le système de stockage, en fait, de nos transactions. Donc, on est des gros utilisateurs d'Elasticsearch. Là, tu vois, on a 2,5 milliards de transactions indexées, avec un rythme de 1000 transactions par seconde qui s'indexent. Et on a des temps de recherche qui sont sub 2 millisecondes. Donc ça, c'est pareil, c'est des gros challenges et on s'éclate à faire ça. Et ensuite, sur l'asynchrone, ce que je disais, c'est que quand tu fais un paiement, il se passe plein de choses. On va en général débiter une carte, recréditer un compte ou l'inverse, envoyer un push, un email, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière asynchrone. Et ben, comment tu rends ça le plus résilient possible? Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup un équivalent de Kafka qui est hébergé par Google qui s'appelle PubSub. Là, tu peux envoyer des terabits de données par seconde et ça te garantit que les messages vont être délivrés dans l'ordre et de manière résiliente. Ok. Sur le cloud, on n'a pas parlé, vous êtes sur quoi comme techno? Là, on est chez Google. Google. Et on utilise du Kubernetes. Ok. Bien, bah écoute, c'est effectivement impressionnant le nombre de chantiers. Ça m'intéresse de comprendre aussi enfin, il y a l'intérêt de la tech, mais il y a l'intérêt de l'environnement, le type d'environnement de travail, l'environnement managérial peut-être. Quand toi t'es arrivé chez Lydia et par rapport à ce que t'as mis en place, tu peux nous donner un peu ce que tu perçois de la culture interne et et peut-être des marqueurs encore une fois de l'environnement managérial dans lequel évoluent les équipes. Alors, j'ai pas un souvenir marquant d'un truc particulier. J'ai eu l'impression le début, c'est un peu passé comme tous les débuts quand j'ai rejoint des boîtes. C'est-à-dire que t'arrives, t'as des gens qui sont contents, des gens qui sont pas contents, des gens qui le disent, des gens qui le disent moins. Mais globalement, j'étais assez content de voir que les gens étaient contents du produit sur lequel ils travaillaient. Ils en étaient relativement fiers. Après, on était à une époque où fallait encore aller vite, même s'ils avaient levé beaucoup d'argent, il faut quand même aller vite. Très top down dans la communication, dans le management. Il y avait très peu de middle management, c'est-à-dire que le pouvoir était maintenu par les fondateurs, ce qui est absolument logique encore une fois dans des boîtes de cette taille-là. Quand je suis arrivé, ils étaient 2 ou 3 au Comex. Maintenant, on est 5, 6, un peu plus. Donc là, ce qui s'est passé en fait pendant 2 ans, c'est que du coup, et ça a été une opportunité incroyable parce qu'ils m'ont laissé la place de co-diriger la boîte avec eux. Et donc, en plus de mon travail de CTO purement technique, on a des discussions de dirigeants, quoi. Tu vois, on a mis en place toute la culture de la boîte, le career ladder, tout ce qui est tous les cycles de revue de performance, etc. J'ai pu participer à ça, ce qui est normalement pas trop dans mon scope, mais j'ai adoré faire ça. J'ai littéralement adoré faire ça parce que j'ai jamais monté de boîte, j'ai toujours accompagné des entrepreneurs pour le faire. Et là, c'était vraiment une opportunité de construire quelque chose,
en partant d'un diamant qui était brut, quoi. Donc on a lancé énormément d'initiatives RH par exemple, et après plus tard sur l'organisation du travail, le remote, l'ouverture de bureaux à Bordeaux, à Nantes, etc. C'est tout ça, je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai pu y participer, donc je suis déjà ravi. Alors ça a été fatigant. Ces 2 ans-là, j'ai l'impression que c'était une vie entière, mais et on continue. Voilà, participer à ça, c'est clairement un grand luxe. Et il y a un truc qui m'interpelle aussi et sur lequel j'aimerais bien t'entendre, parce que en dehors de la tech, t'es devenu quand même un manager avec des objectifs affichés d'équipe qui sont assez impressionnants, parce que dans ce que j'ai lu, Lydia annonce 800 recrutements d'ici 2025. Il y en a sûrement une très grosse partie pour la tech. Quand je vois en parallèle tous ceux qui sont à ce micro et tous les investissements qu'il peut y avoir dans les fintech, en particulier sur le marché parisien, je me demande, à ta place, ce qu'on met en place pour être à la fois attractif vis-à-vis des nouveaux recrutements et aussi comment tu fais pour fidéliser tes équipes qui forcément voient un certain nombre d'opportunités sur le marché. Alors ça, ouais, ça c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Non, c'est extrêmement compliqué. Ça a été très dur au début, parce que là, tu dis effectivement, un bon développeur à Paris, il a 10, 15 opportunités de boulot. Et du coup, c'est à toi de te battre pour qu'ils reviennent plus qu'à lui. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des développeurs qui arrivent en entretien en disant, écoute, on va pas perdre de temps, j'ai déjà mes questions à te poser. Donc voilà, on va faire comme ça. C'est hallucinant. Enfin, j'avais jamais vu ça. Bon, évidemment, je te dis tout de suite, ça va pas marcher. Mais donc ça, c'est le contexte. Donc, comment tu fais pour déjà te différencier des autres? Et après, comme tu dis, la fidélisation, c'est extrêmement important parce que tout cet investissement pour avoir des gens qui s'en vont au bout de 6 mois, c'est pire que tout pour le moral, etc. Donc, sur la partie, on va dire, acquisition de talent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment libéré on va dire, la géographie de là où on recrutait. C'est-à-dire qu'on a tout de suite vu qu'il fallait surtout pas se focaliser sur Paris. D'abord parce que je pense que le marché s'emballe un peu, et dans les salaires, et dans les demandes, et parfois même dans le mindset. Donc on a recruté beaucoup en province. Tu vois, on a pas mal de monde à Bordeaux, Nantes, Lyon. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que 2/3 des équipes tech sont ailleurs qu'à Paris. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Donc d'un coup, ton bassin d'emploi, tu respires parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Première chose. Deuxième chose, on a pas mal travaillé pareil sur le full remote, sur des modèles hybrides où tu peux venir 2 jours au bureau, 3 jours en remote. Où on a encore aussi des gens qui veulent venir 5 jours par semaine au bureau et c'est très bien. Donc un peu d'ouverture d'esprit sur les modes de contrat, je pense que ça nous a pas mal aidé. Le troisième élément, c'est pas mal le bouche à oreille. Tu vois, on a fait pas mal de recrutements sur de la cooptation. Et ensuite, dans les outils, c'est d'avoir un process de recrutement qui soit le plus lean possible. En gros, quand tu as un bon développeur qui rentre dans le pipe, si en 15 jours, t'as pas réussi à le closer, quoi, à le closer, voire à le hameçonner très très fort, c'est fini. Donc, tu vois, on a mis en place une plateforme de test technique pour tout de suite, sous forme de gamification un peu, pour tout de suite avoir un échantillon de candidats avec des bons résultats, etc. Et après, le process, on l'a vraiment calé pour que ça soit le plus lean et le plus rapide possible. Okay. Ça, c'est l'autre élément. Après, sur la fidélisation, j'ai l'impression qu'il y a 2 mouvements. Il y a eu un gros mouvement dans le moment où on se disait, bon, le but du jeu, c'est que les gens, ils aient envie que, quand ils sont au bureau, c'est comme s'ils étaient chez eux. Et d'ailleurs, on aimerait bien que ça soit tellement chez eux qu'ils aient envie de rester tard. Et donc, il y a eu toute cette mouvance, c'est venu des États-Unis, où on mettait des toboggans, il y avait des selfs, on proposait de garder ton enfant, il y avait une crèche, le soir, tu pouvais dîner, etc. Et ça, on appelait ça des boîtes cool. Et petit à petit, et Cyril et Antoine ne sont jamais tombés dans ce panneau-là, ils se sont dit, bon, on n'est pas forcément une boîte cool, tu vois, on n'a pas de PlayStation, on n'a pas de baby-foot, il n'y a pas de toboggan pour passer d'un étage à l'autre. Ce qu'on essaye de faire, c'est, encore une fois, je veux pas faire de démagogie, mais c'est que les gens, ils ont envie de venir bosser au bureau 8 heures par jour, tu vois, pas plus. On leur demande pas de faire 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Mais par contre, on veut que ça soit intense, qu'ils s'éclatent, qu'il y ait une vraie émulation intellectuelle, du vrai challenge, et qu'on leur donne de l'autonomie et des responsabilités.
ça paraît être des grandes phrases, mais c'est clairement quelque chose dans lequel on croit et c'est clairement quelque chose qui fonctionne puisqu'on a mis en place un INPS interne et qui ne fait que augmenter de mois en mois. Pour tout dire, il a été négatif il y a quelques douzaines, entre 12 et 16 mois. Et aujourd'hui, il a complètement passé la barrière. On a une PS qui est positive de très loin. Donc ça, c'est le résultat direct de tout ce travail qu'on fait. Donc, et je le dis aux entretiens, je dis viens pas chez Lydia parce que tu as envie d'intégrer une startup parce que c'est cool. Viens chez Lydia parce que c'est un produit qui te plaît, parce que tu es fier de bosser là-dessus et que tu vas tomber sur des gens qui réagissent comme toi. Et tu vois, au début, ça a étonné un peu certains candidats et maintenant, de plus en plus, ils disent ouais, moi j'en ai marre, à chaque fois, t'as des bonbons, des machins, des trucs, mais et en fait, quand tu rejoins ces boîtes-là, c'est creux. La stratégie est pas claire ou donc encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur sur les gens qui font ça, mais juste, je pense qu'il y a avec le confinement, avec tout ça, les gens maintenant sont un peu moins dans le se posent plus la question de dire c'est quoi le bon équilibre. Est-ce que rester 12 heures au bureau c'est bien? Est-ce que c'est toujours bien vu par mon boss? Est-ce que tu vois la fameuse blague du mec qui part à 6h30 et on lui dit tu prends ton après-midi? C'était marrant, mais aujourd'hui ça passe même plus quoi. Ouais, c'est catastrophique, ouais. Ouais, maintenant le mec qui dit ça, en fait c'est un blaireau, tu vois, tu te dis mais mec, on est plus dans les années 2000. Ouais, là aussi ça a bien évolué. Ouais. Et ça c'est très positif et justement d'autonomiser, de responsabiliser les gens et de leur offrir cette flexibilité là. Bah du coup j'ai l'impression que les gens sont engagés, ils se disent OK, on me fait confiance, donc il faut que je rende cette confiance là et le meilleur moyen de le rendre c'est d'être investi dans mon boulot et de le faire avec des gens qui sont aussi passionnés que moi. Bon, ok, très clair. Merci pour ces feedbacks. J'ai quelques questions pour toi avant de nous quitter on passe un peu à la dernière partie de l'entretien, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis sur un certain nombre de points et notamment dans l'écosystème tech, alors français ou pas d'ailleurs, mais quelles sont les boîtes qui t'inspirent le plus dans leur maturité à shipper les fonctionnalités ou dans leur organisation interne? Alors, c'est le grand chaîne, hein, Spotify, Netflix, Facebook, mais moins maintenant, et Google. Okay. Pour moi, Spotify m'a beaucoup inspiré pour plein de raisons. D'abord, sur la partie organisationnelle, c'est d'eux qui est parti toutes ces histoires de squad. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ils ont inspiré des milliers de boîtes dans le monde, et on s'est aperçu, il y a un article il y a pas longtemps, que eux-mêmes n'avaient pas réussi à l'appliquer complètement. Donc l'idée est bonne, mais l'exécution... En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ils ont inventé tout le modèle de squad. Je me souviens en 2014, c'était révolutionnaire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu parles à des boîtes où si tu as interviewé d'autres CTO, ils parlent du modèle Spotify en disant c'est génial. Et eux-mêmes aujourd'hui disent attendez, calmez-vous les gars. Nous-mêmes, on a du mal à l'appliquer. Évidemment, ils ont appliqué plein de choses, mais encore une fois, le by the book, t'es obligé à un moment de tordre un peu le système pour l'adapter à ton organisation. Mais j'ai adoré ça. Ça m'a inspiré quasiment maintenant depuis 9 ou 10 ans. Google pour leur capacité à inventer quand tu utilises leur système GCP là, c'est dingue, ça marche du tonnerre, c'est bien fait, c'est facile. Leurs équipes sont, tu vois, l'autre fois on a trouvé un bug au fin fond d'une librairie, on a quand même été en contact avec le principal engineer aux US qui a codé une partie de ce truc là. T'imagines les principaux ingénieurs chez Google, ils sont pas beaucoup, les mecs ils doivent être quasiment $1 million à l'année. Et le mec, on a discuté, on a fait une pull request chez eux qui a été acceptée. Le développeur de mon équipe qui a bossé là-dessus, mais il était refait. Et tu vois, quand on parle de fidélisation, il m'a dit, mais jamais j'aurais pensé pouvoir faire un truc pareil. Ça veut pas dire que dans un an, il ira pas bosser ailleurs, mais au moins là, tant qu'il est là. Il a passé un bon moment, ouais. Là, Et si on regarde les personnes qui t'inspirent, il y en a un ou deux que tu suis et qui t'inspirent d'individu. C'est terrible parce qu'on m'a souvent posé la question. Ah oui? Et non, je suis inspiré. En fait, je lis énormément de bouquins tech, d'articles, au grand désespoir de ma femme qui dit mais comment tu peux prendre du plaisir à lire ça avant de t'endormir. Mais pas des personnes. Et si on prend les bouquins, s'il y en a un qui t'a marqué là? Le dernier que j'ai lu, c'est Accelerate. Ok. Je pourrais t'envoyer la référence si tu veux mettre dans les notes du podcast. C'est vraiment le titre, c'est Building and Scaling High Performing Technology Organizations. Donc, ok, on est dans le thème. On est complètement dans le thème. Et le bouquin,
je lisais ça le soir, j'avais envie d'aller au bureau, mais direct, mais c'est ça qu'il faut faire, bien sûr. Oui, ça a été un et ça, je trouve ça, même après, tu vois, tant d'années, t'as encore ce plaisir d'apprendre des trucs encore et de te dire, mais en fait, c'est infini, j'aurais jamais fini d'apprendre tout ça. Il y a ça, et il y a un bouquin qui commence à dater, je pense qu'on est à la 3e édition, qui est sur la planification agile, où ils expliquent que justement le by the book c'est bien, mais qu'il faut l'adapter à ton organisation et que le poker planning, tout ça, c'est pas forcément obligé. Okay. Mais j'en ai plein, hein, je pourrais les envoyer, mais je lis beaucoup. Et donc je suis plus inspiré par ce que je lis que par les personnes qui l'écrivent. Ok. Autre source de formation pour toi, peut-être, sur les trends, en dehors des bouquins, il y a des sites que tu suis, il y a des lieux, peut-être pas des lieux, mais je sais pas, des sources d'inspiration, de formation pour toi. Alors je lis tous les blogs d'engineering que je peux lire sur Medium. Le blog d'engineering de Medium itself, mais il y en a plein, il y a Netflix, enfin, tout ce que je peux, en fait, tout ce que font, en fait, pour moi, c'est assez, au-delà d'être inspirant, tu te dis, si des boîtes comme, je reprends l'exemple de Netflix, Google & Co, ont réussi à en être là où ils sont aujourd'hui, à cracher des milliards, à innover, à machin, c'est que quelque part, il doit y avoir des choses intéressantes à prendre. Et donc, j'essaie de lire beaucoup sur comment ils ont conçu leur architecture, comment ils ont évolué, comment ils ont scalé. Et ce qui me passionne, c'est souvent, et c'est bien quand ils sont transparents, c'est à quel moment ils se sont plantés et comment ils ont redressé le bateau. Et ça, c'est super intéressant parce que les clés de la réussite, bon, c'est une chose. Par contre, les clés de se sortir d'une situation compliquée, c'est encore plus précieux. Ouais, je comprends. En dehors de Lydia dans ton tel, est-ce qu'il y a une app que tu recommanderais à tout le monde d'avoir ? Est-ce qu'il y a une app que je recommanderais à tout le monde d'avoir ? C'est compliqué. T'as dit Lydia, en dehors de Lydia. En dehors de Lydia, bien sûr. Attends, je suis en train de regarder. Ah, si, SoundCloud. J'adore, ouais. Okay. Pourquoi ? J'ai Spotify aussi, mais SoundCloud, ce qui est bien, c'est que tu as accès à des labels indépendants, j'aime beaucoup les remixes et les fusions un peu house, percussion, etc. Et tu as beaucoup de DJ indépendants et je trouve que pour avoir un peu d'originalité et sortir des playlists traditionnelles, c'est pas mal. Bon. Si il y avait une techno là qui te marque en ce moment ou un produit qui, selon toi, va marquer les prochaines années, tu penses à quoi ? Une techno. Alors une techno, moi j'ai 2 langages qui vont à mon avis exploser. Golang, le Golang, c'est évident. Et Rust. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non, depuis peu, mais ouais. C'est en train d'exploser. Et après, tout ce qu'on peut faire avec la blockchain. Voilà. Okay. Tu vois, on parlait du Web3. Je pense que demain, il y a plein de choses que tu pourras faire, que ça soit de la traçabilité. Il y a même des mecs qui sortent des bouquins sur quel business monter sur de la blockchain. Ouais, en partant de la techno, quoi. Ouais, c'est ça. La techno est pas compliquée, mais si c'est bien exécuté, encore une fois, tu fais des trucs incroyables. Bien. Dernière question, un peu traditionnelle, mais est-ce qu'il y a quelqu'un auquel tu penserais si je devais inviter une personne à ce micro qui aura un parcours un peu inspirant dans le monde de la tech ou de l'innovation, tu me recommanderais qui ? C'est un mec avec qui j'ai bossé. On s'est suivi sur deux expériences. C'est Frédéric de Villamil, tu l'as peut-être eu. Non. Il m'a rejoint quand on était chez Blue Kiwi et donc moi j'apprenais à être manager et lui il apprenait à gérer une infra. Et on a appris tous les deux et pour le coup on s'est vraiment pris des murs. Mais les trucs de base où t'as un MySQL qui pète, tu perds tes backups, machin, enfin on a. Et du coup tu sais c'est un peu le Band of Brothers où tu voilà, t'apprends à t'aimer dans la douleur. Et il m'a rejoint après dans une autre. Et on est devenu, on a pas mal travaillé avec Elasticsearch. Je crois qu'on a été un des plus gros clusters Elasticsearch en France et en Europe. Et voilà, après il est maintenant CTO d'une boîte et on s'est séparés comme ça, mais il a plein de choses à raconter. C'est une personnalité très très étonnante. Bon, et ben je note ça. Merci pour tous ces infos, pour tous ces feedbacks. C'était hyper instructif. Bravo Alex pour le parcours jusqu'ici et bravo aussi à toutes les équipes Lydia pour le produit qu'elles nous ont livré jusqu'ici. Hâte de voir la suite. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool. À bientôt. Salut Alex. Salut. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.